Quoi de mieux pour revenir sur YouTube après une petite absence estivale? Une bonne vieille FAQ avec un petit concours pour vous. Donc restez jusqu'à la fin, il y a de jolies petites choses à gagner. Il y a quelques semaines, on a dépassé la barre des 3000 abonnés, donc bienvenue à tous les nouveaux arrivants par ici. Et justement, je m'étais dit que pour l'occasion, ça serait sympa de faire un petit concours adossé à une petite FAQ pour déjà vous remercier avec le concours et ensuite faire le point sur un peu les thématiques de cette chaîne, qui je suis, hein, pour les gens qui ne me connaissent pas, qui peut-être me découvrent, les lectures, etc. Je m'étais jamais prêtée à l'exercice. Merci du coup à tous ceux qui ont posé des questions et ensuite j'ai regroupé les questions par thématique. Tout est présent dans le chapitrage, donc s'il y a des thèmes qui vous intéressent plus que d'autres, allez voir les petits chapitres qui en bas, comme ça vous pouvez sauter d'un passage à l'autre en fonction de ce qui vous intéresse. On commence avec les questions les plus personnelles, on va dire, puisqu'elles sont très à mes études et à mon métier, puisqu'on m'a demandé si j'avais fait justement des études qui étaient en lien avec la littérature et quel métier j'exerçais. Je n'ai pas du tout fait d'études en lien avec la littérature, contrairement à des personnes qui ont pu faire des facs de langue ou quoi que ce soit. Pas du tout. Après le bac, donc bac ES, j'ai fait une prépa économique et commerciale. J'ai intégré l'EM Strasbourg, qui est une grande école de commerce. J'ai fait mon master 2 aux États-Unis, ensuite je suis rentrée, donc pas du tout. Je suis diplômée d'un master en logistique et en commerce international, ce qui n'a rien à voir avec la littérature et qui n'a techniquement rien à voir non plus avec le métier que je fais, puisque après avoir bossé pour quelques petites startups et m'être rendu compte que, on va dire, le monde de l'entreprise me convenait moyennement en termes de... surtout le côté horaire, c'est-à-dire tu dois te lever à telle heure, prendre ton train à telle heure, bosser de telle heure à telle heure et donc être productif de telle heure à telle heure. Mais après 16h30, l'heure à laquelle je finissais dans mon dernier travail, non, c'est censé être la pause et tout. Or, moi, maintenant que je suis à mon compte, on va y venir, je vois que c'est pas du tout le rythme dans lequel je suis le plus productive et qui me convient le mieux. Donc j'ai démissionné et je savais pas du tout quoi faire. Un ami m'a parlé d'un métier qui est la rédaction web, donc la rédaction internet et notamment la rédaction SEO. SEO qui veut dire Search Engine Optimization. Et en gros, c'est écrire des contenus pour des clients pour que les sites et les pages de ces clients remontent en tête des résultats Google. Voilà, en gros, quand vous faites une requête Google, peu importe, vous avez des résultats 1, 2, 3, 4, 5. Moi, mon métier, c'est d'écrire des contenus qui se référencent bien et qui rankent le mieux possible sur Google pour que mes clients aient du trafic et blablabla. Bref, j'ai commencé avec ça un peu par hasard et maintenant ça va faire 4 ans, un peu plus de 4 ans que je fais ça. Donc ça marche très très bien, je suis à mon compte, mon propre patron, c'est la belle vie, je suis en freelance et tout se passe très très bien. Donc voilà. Maintenant, ça a un peu plus à voir avec, on va dire, la littérature, l'écriture, puisque mon boulot c'est d'écrire. Ce n'est pas non plus du journalisme, c'est pas non plus de la création artistique, parce que c'est pas mal technique en fait comme métier. Mais c'est ce que je fais et ça me plaît beaucoup. C'est pour ça aussi que vous pouvez voir que je voyage très souvent, parfois à des périodes un peu random ou pendant très longtemps. C'est parce que je peux travailler à distance, j'ai besoin de mon ordi, de mon cerveau et d'une connexion Wi-Fi. Et c'est tout. Je suis toute seule depuis 4 ans et ça me convient très bien comme ça. D'ailleurs, si l'entrepreneuriat ça vous intéresse un peu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que je lis pas mal aussi de livres qui sont sur ces sujets-là, sur la productivité, le business, le marketing. J'en parle pas forcément sur la chaîne parce que pour moi c'est comme du temps de travail, c'est des choses que j'étudie, j'apprends comme quand je fais des formations, mais ça reste des livres, donc si ça peut vous intéresser comme sujet et que je vous parle un peu plus de mon expérience dans l'entrepreneuriat et des quelques micro-conseils que je peux avoir ou des bons livres qui m'ont aidé, dites-le moi en commentaire parce que c'est pas forcément quelque chose que j'ose apporter sur la chaîne, mais si ça peut vous intéresser, pourquoi pas. On m'a aussi demandé quelles étaient mes autres passions et centres d'intérêt à côté de la lecture. Alors c'est vrai que la lecture c'est un peu mon loisir numéro 1, mais ces derniers temps, le temps de lecture a été diminué parce qu'il y a un loisir numéro 2 qui a pris beaucoup plus de temps, c'est les jeux vidéo. J'ai toujours beaucoup joué aux jeux vidéo quand j'étais petite, que ce soit des jeux éducatifs ou après en grandissant, des jeux un peu plus classiques. Mais là, du coup, je vis avec quelqu'un qui aime aussi beaucoup les jeux vidéo et j'avais pas de console avant chez moi, maintenant j'en ai.
on joue ensemble et ça prend forcément beaucoup de temps, c'est très très bien, hein, on s'amuse beaucoup, mais les jeux vidéo, j'aime beaucoup, que ça soit y jouer, mais aussi regarder des contenus sur YouTube qui parlent de jeux vidéo, parce que c'est un média qui est très complet, que ça soit en termes d'expérience de jeu, de musique, de graphisme, d'histoire, de storytelling, de game design, je trouve que c'est passionnant à étudier. J'adore jouer, mais j'adore aussi juste voir comment on fait des jeux vidéo en fait. Je regarde beaucoup de contenu pour essayer peut-être d'en faire un jour, juste bidouiller 2-3 trucs pour apprendre en fait comment ça marche. Je vais me pencher sur ce projet d'ici quelques temps, c'est pas la priorité, mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc forcément aussi je passe du temps sur YouTube, je crée des vidéos YouTube, mais je consomme énormément aussi de contenu YouTube. Et à part ça, simplement avoir une vie sociale, voir mes potes, sortir, voyager. Mais on va dire que ma vie c'est essentiellement ça en ce moment, quand même beaucoup travailler, lire, jouer aux jeux vidéo, passer du temps avec les gens que j'aime et voyager, partir en week-end un peu aux quatre coins de la France ou à l'étranger, peu importe. C'est une vie, on va dire, très simple mais très remplie et qui me convient parfaitement. On arrive à la deuxième grande sous-partie de cette vidéo qui est mon projet d'écriture. On m'a demandé où en était mon projet d'écriture et de quoi ça parlait, parce que peut-être peu d'entre vous le savent, que vous soyez là depuis le début ou que vous veniez d'arriver, parce que j'en ai très peu parlé sur mes réseaux. Je suis assez peu présente sur Instagram et je crois que je l'ai mentionné peut-être 1 ou 2 fois seulement sur YouTube, dans des vidéos qui n'avaient rien à voir. Mais j'écris. J'écris un roman depuis un peu plus d'1 an maintenant. Ça a bien avancé. Où est-ce que j'en suis? Ça a bien avancé. J'ai écrit à peu près 90 000 mots, je crois, à peu près 200 pages. Le bébé est quand même bien formé, mais le bébé n'est pas terminé. Et en ce moment, je n'ai pas le temps de bosser dessus. Et vraiment, je respecte énormément les gens qui arrivent à avoir un travail, à écrire, à se concentrer pleinement. Moi, j'arrive pas. Là, par exemple, j'ai pas écrit depuis quelques semaines. Si je me remets dedans, je veux pouvoir le faire pendant 1 semaine, c'est-à-dire tous les jours pouvoir bosser. J'arrive pas à travailler au compte-gouttes comme ça, alors que c'est un peu ce que je devrais faire. Mais là, c'est la tâche très ingrate, je trouve, du projet, qui est que le squelette est fait, le premier jet est fait, mais maintenant il faut corriger, il faut peaufiner, j'ai une espèce de diamant brut, mais il faut le retravailler, il faut le peaufiner. Et j'avais sous-estimé le temps que prendrait cette deuxième phase de correction, et vraiment la quantité de travail et d'effort que ça demandait, surtout pour un premier texte. Voilà, donc c'est très très bien avancé et j'espère pouvoir vous présenter ça à la fin de l'année. C'est un roman historique fantasy, donc principalement historique avec une petite pointe de fantasy, un peu dans la vibe de Jean-Laurent Del Socorro ou de Guy Gabriel Kay, sans me comparer évidemment à ces grands messieurs. Mais vous voyez un peu, c'est principalement historique et la touche d'imaginaire est assez légère. Ça se passe dans la période viking au XIIIe siècle, donc en Norvège. Et j'ai fait beaucoup de recherches en gros pour que la petite histoire, celle de mon héroïne Almar, elle s'inscrive dans la grande histoire, qui est absolument passionnante, parce qu'on commence en Norvège et ensuite on va en Islande, quelques siècles après la colonisation de cette île, où il y a beaucoup de guerres clanistes, et le roi en fait essaye d'unifier l'Islande et la Norvège, et en gros c'est une sorte de vengeance comme on les aime, et notre héroïne Alma, en essayant de venger la mort de son frère jumeau en fait, qui est décédé en Islande dans des circonstances assez étranges, elle va voilà, se retrouver impliquée dans cette grande histoire de clan, dont les événements réels sont aussi dramatiques et rocambolesques que ce qu'on pourrait imaginer en fait dans des romans. Donc c'est vraiment passionnant à la fois d'essayer d'écrire une histoire qui est juste intéressante, bien rythmée, bien construite, tout ça je l'espère, et en même temps d'essayer de respecter au plus proche en fait les événements réels et de faire en sorte que les deux se regroupent et se mélangent un peu. Et vraiment c'était... le processus d'écriture lui-même est passionnant, j'adore l'exercice, que le livre soit une réussite ou pas, ou que vraiment ça soit éclaté au sol à la fin ce que j'ai pondu, c'est pas très grave parce que j'ai adoré en fait le fait d'écrire, le fait de me plonger en fait dans une histoire que j'arrive à suivre comme ça, parce que des bouts de texte j'en écris depuis que je suis petite, mais là d'avoir une histoire qu'on sent qu'on peut porter et défendre comme ça aussi longtemps, c'est un sentiment qui est assez agréable. Toutes les recherches du coup historiques que j'ai faites, c'était vraiment passionnant, j'ai beaucoup appris, parce que le but c'est aussi de déconstruire un peu peut-être des mythes infondés qu'on peut avoir sur la société viking, notamment avec des séries qui sont très très bien, mais comme Vikings, etc., avec des mythes qui sont parfois un peu faux. Donc c'est d'essayer d'être
à la fois en fait juste d'écrire une histoire sympa et en même temps d'avoir une rigueur historique un minimum pour que ce que j'écris vous apprenne des choses en fait sur la société du XIIIe siècle, parce qu'elle est très riche, elle est assez différente de ce qu'on peut penser et de ce que parfois on fantasme avec les séries, donc voilà. Il faudrait que je vous fasse une vidéo peut-être dédiée aussi, en fait j'ai envie de faire des vlogs écriture, non seulement pour vous partager ça, mais aussi pour me responsabiliser et me dire ok c'est bon, maintenant t'en parles, il faut que tu sortes ce fucking roman, il faut que tu le termines, et si ça vous intéresse d'en parler, bah voilà, dites-le moi en commentaire, envoyez-moi un petit message sur Instagram, je pourrais vous donner des détails sur l'histoire, de quoi ça parle, etc. J'ai des bêta lecteurs qui vont m'aider dans cette tâche, parce que le but d'écrire, c'est quand même un peu d'écrire pour soi, le propre plaisir du processus créatif, mais si derrière je pouvais embarquer des gens avec moi, ça serait vraiment jackpot, donc voilà. On arrive à un terrain beaucoup plus neutre, et c'est ce pourquoi on aime être ici sur cette chaîne, la lecture. Alors là, il y a beaucoup de questions, donc je suis munie de mon petit téléphone, et rentrons dans le vif du sujet, puisqu'on m'a demandé quels étaient mes 3 livres préférés. Alors, c'est très difficile évidemment de répondre à cette question, mais je me suis dit, ok, si je devais aller sur une île déserte et ne lire que 3 livres jusqu'à la fin des temps, qu'est-ce que je prendrais? Je triche parce que je vais en prendre 4 en fait. Je prendrai Zéphyr Alabama, je prendrai Frankenstein, je prendrai Harry Potter et je prendrai Les Vaisseaux du Cœur. Zéphyr Alabama parce que c'est une histoire sur la construction, sur l'enfance, avec une petite intrigue de meurtre, d'accident à résoudre qui est ma foi fort sympathique, et vraiment la plume, l'univers et la poésie de ce récit est incroyable. Frankenstein parce que c'est, je pense, peut-être l'un de mes livres préférés de tous les temps, si vous l'avez jamais lu, c'est en gros une histoire en double temporalité avec Mary Shelley au moment où elle écrit Frankenstein, et ensuite un récit un peu de science-fiction avec beaucoup d'IA, de robotisation, et en même temps c'est un récit très moderne parce qu'il y a des questions sur le genre, la transsexualité, l'homosexualité. C'est un récit qui est extrêmement poétique, très très bien écrit. Je l'ai lu en anglais, j'ai jamais lu la traduction, mais en anglais il est sublime à lire, et cette transposition entre Mary Shelley, Frankenstein, qui est le monstre du créateur ou du monstre, et ensuite pareil de ce qu'on fait avec la technologie. Et si la technologie, voilà, est-ce que le monstre c'est la bombe ou c'est les personnes qui ont créé la bombe? Enfin bref, il y a un peu des réflexions comme ça qui sont très belles. Je suis pas sûre d'avoir beaucoup parlé de ce livre sur la chaîne parce que je l'ai lu avant de la créer, mais vraiment fantastique. Harry Potter parce que c'est évidemment un livre d'enfance, un livre un peu Madeleine de Proust qui est très drôle, et je sais qu'en relisant le premier livre, je me replongerai dans l'univers en entier, et ça c'est merveilleux. Si je devais aller sur une île déserte, bien sûr que je prendrais des souvenirs de l'univers d'Harry Potter avec moi. Et Les Vaisseaux du Cœur de Benoît de Groult parce que ça parle de l'histoire d'amour charnel, sensuel de 2 êtres sur des décennies. Et c'est tellement bien écrit que pareil, je me replongerai dans sa plume avec délice. On me demande ensuite un livre qui a marqué mes débuts de lectrice. Alors je crois que quand on avait passé le palier des 1000 abonnés, j'avais fait une vidéo sur les livres qui ont marqué mon parcours de lectrice, donc je vous invite à aller la voir, je vous la mettrai dans le petit i. Et évidemment, enfin si vous regardez la vidéo, moi les premiers livres dont je me souviens, en fait c'est les BD. C'est les Tintins et les Astérix, les Picsou. C'est vraiment mes meilleurs souvenirs d'enfance, et c'est vraiment ça qui a fait que j'ai aimé lire avant les romans même. Je lisais en fait juste énormément de BD, et je pense que quand on lit des BD, même juste des BD enfants, on développe une capacité de concentration et cet attrait de se plonger, cette capacité de se plonger dans des univers différents, parallèles, d'autres mondes qui sont totalement invraisemblables parfois, mais ça fonctionne dans notre cerveau, donc il y a ça qui a tout construit. Et ensuite je suis passée au roman, mais c'est ça qui a vraiment marqué mes débuts. On me demande ensuite si j'ai lu des essais marquants récemment. Alors récemment un tout petit peu moins, mais dans les essais qui sont, il y en a 2 qui sont juste là derrière. Il y en a un qui s'appelle Cléopâtre de... Attendez. Alberto Angela, que j'ai commencé, que j'ai pas fini, mais qui est absolument passionnant. Il parle de Cléopâtre. Alors je l'ai pas encore fini parce que les grosses premières parties parlent de César. Ce qui est assez déroutant quand on achète un livre qui doit parler de Cléopâtre. Mais ça permet en fait de marquer le contexte de la mort de César qui a beaucoup impacté Cléopâtre. Mais donc celui-là est très bien. C'est écrit en fait comme un roman, comme une histoire. Donc c'est passionnant parce que
Je pense qu'il y a une rigueur historique et en même temps, c'est juste agréable à lire. Il nous immerge dans les rues à chaque fois de Rome ou d'Égypte, d'Alexandrie, donc vraiment très très bien écrit. Et autre livre là que je suis en train de lire, autre essai, s'appelle Les paradoxes de la nature de F. Thomas et M. Raymond. Bon, je vous le mettrai quelque part là sur l'écran. Et c'est un essai du coup absolument passionnant qui parle des paradoxes de la nature parce que normalement la nature est censée créer les choses pour qu'elles puissent survivre dans l'environnement, etc. Tous les êtres vivants sont extrêmement adaptatifs parce que justement la nature avec les gènes, etc. Nous permet en fait d'être de plus en plus résistants et de survivre en fait. Et en même temps, il y a des choses qui n'ont aucun sens. Par exemple, pourquoi est-ce que la queue des paons, elle est aussi proéminente et lourde? Parce qu'en fait, ça les empêche de voler et donc de fuir les prédateurs. Donc il y a des explications. Pourquoi est-ce qu'on a un cancer? Pourquoi est-ce que les cellules cancéreuses dans la nature existent? Puisque c'est totalement à l'inverse, normalement, du but de la nature qui est de créer des êtres vivants et de faire en sorte qu'ils se propagent de plus en plus, que ce soit des plantes ou des êtres humains. Il y a aussi la question de pourquoi la reproduction sexuée. Pourquoi on se clone pas, tout simplement, etc., etc. Donc à chaque fois, il y a des hypothèses, plein d'hypothèses qui sont décrites. Ok, bah, des scientifiques pensent que ça peut être cette raison-là, des scientifiques pensent que ça peut être celle-là. La plus communément admise, c'est ça. Des fois, il n'y a juste pas de réponse, mais il y a des hypothèses. Et notamment, le chapitre sur le cancer était très intéressant. Donc, ce sont un paradoxe, un chapitre. Vous lisez, ça vous décrit un peu les explications possibles. Et moi, je trouve ça passionnant. Si vous aimez bien les documentaires animaliers, bah, c'est un livre qui pourrait beaucoup vous plaire. Tu préfères plus la science-fiction positive ou les thrillers de science-fiction? J'aime beaucoup les deux, mais je choisirais la science-fiction positive. Parce que dans les thrillers de science-fiction, tu peux avoir des travers des thrillers, c'est-à-dire des personnages parfois un peu caricaturaux, alors que la science-fiction positive, déjà ça fait du bien. Il y a des autrices très talentueuses qui sont porteuses de ce genre, et j'aime de plus en plus le découvrir, et je vais dédier une vidéo bientôt d'ailleurs. Spoiler. Plutôt lire en une fois, ou bien plutôt rythme de lecture morcelé. Ou bien on fait comme on peut, et si ça prend tant mieux, sinon tant pis. Alors, les livres très courts ou les BD, je suis plutôt à lire en une seule fois, parce que bah, j'ai le temps, c'est plutôt rapide, et comme ça c'est des œuvres qui se forment d'un bloc, on va dire. Sinon, rythme morcelé, hein, parce que j'ai quand même pas le temps de lire 3-4 heures d'affilée, et puis surtout au bout d'un moment, ça me saoule. Donc j'étale ma lecture sur plusieurs jours, mais si ça s'étale trop dans le temps, par contre là oui, ça me saoule. Donc j'essaye de morceler sur plusieurs jours, mais quand je commence un livre, j'essaye de savoir est-ce que je vais avoir le temps de lire cette semaine, oui, non. Bon bah je prends un livre qui est plutôt cohérent avec le temps de lecture que je pourrais m'allouer, et j'essaie de fonctionner comme ça, et après en règle générale, ça me convient plutôt bien. Quelle est la plus belle librairie, bouquinerie ou bibliothèque que j'ai visitée? Alors la bibliothèque de Joanina de Coimbra, si un jour vous avez l'occasion d'aller au Portugal, allez-y. Elle est sublime. Et puisque une image vaut 1000 mots, je vais juste vous laisser avec des images. Voilà. Regardez-moi cette beauté. Est-ce qu'on ne dirait pas la bibliothèque de La Belle et la Bête? Vraiment, si un jour je gagne à l'euro-million, j'ai une bibliothèque exactement comme celle-là, avec des petites échelles pour aller accéder aux livres tellement j'en ai. As-tu un film coup de cœur adapté d'un livre? Alors, coup de cœur, je sais pas vraiment, mais si on parle des meilleures adaptations de livres en film, bah Le Seigneur des Anneaux. Enfin vraiment, Le Seigneur des Anneaux, c'est pour moi le top du top. J'ai adoré le livre, mais je trouve que les 3 films sont génialissimes, sont vraiment excellents. Donc très très bonne adaptation, que je peux revoir et re-revoir et re-revoir un peu comme tous les fans de cet univers. Et en série, The Handmaid's Tale... Et en série, La Servante écarlate, je vous en parle tout le temps à chaque fois que je vous parle de ce livre-là, mais la série est fantastique. Et pour le coup, elle est largement mieux que le livre dans le sens où elle va beaucoup plus loin et elle pousse beaucoup plus loin l'histoire et l'univers. C'est comme une œuvre en fait en plus à part entière. C'est pas vraiment une adaptation, même si ça parle de la même histoire et de la même personne, mais ensuite ils ont tellement développé ça que vraiment pépite. Dans le registre JO, quelle est mon best lecture des 5 continents? Alors du coup j'ai préparé un peu cette question et j'ai juste divisé Amérique du Nord et Amérique du Sud, même si normalement c'est un seul continent, mais c'est quand même assez différent en termes de littérature. Pour l'Amérique du Sud, je vous conseille Cadavrexki, qui est d'ailleurs l'un des livres que j'ai présenté, je crois, dans ma toute première vidéo au début de la chaîne. C'est absolument génialissime, ça parle de cannibalisme, donc c'est un peu particulier, mais on vit dans une société en fait humaine où manger de la viande humaine, de la chair humaine est totalement accepté, normal,
Et voilà, je vous en dis pas plus. Il est très troublant, mais il est génialissime. Amérique du Nord, j'ai cité Apprenti par bonheur de Becky Chambers parce que je trouve que là, dans la littérature américaine imaginaire, Becky Chambers, ce qu'elle fait, c'est absolument révolutionnaire. Afrique, un livre que j'ai fini très récemment et que je vais vous présenter dans un prochain point lecture, c'est Nos richesses de Kauter Adimi. C'est en fait l'histoire en plusieurs temporalités d'une petite librairie à Alger. On a en fait un jeune homme, donc à notre temps maintenant moderne, on a un jeune homme qui doit venir vider cette librairie. On a l'histoire de l'homme qui a pris soin de cette librairie pendant des décennies et qui, même si lui ne lit pas, a un amour profond pour les livres. Et ensuite, l'histoire d'un Français venu s'installer à Alger avant la guerre d'Algérie, la Seconde Guerre mondiale, etc. et qui a créé en fait sa maison d'édition. C'est très bien écrit, très bien documenté, très bien romancé. On y parle de la colonisation, de l'histoire de l'Algérie aussi. Et je vous conseille cette autrice. Et d'ailleurs, j'ai acheté un autre livre d'elle juste après, tellement j'ai aimé Nos richesses. Dans Océanie, alors Océanie, j'ai lu un seul livre d'une autrice qui est australienne et s'appelait La Récolte, que j'avais bien aimé. J'ai assez peu de souvenirs néanmoins de ce livre, mais je me souviens qu'il y avait des parties qui étaient extrêmement intéressantes parce que on parlait dans la langue indigène. Donc il y avait des chapitres entiers qui ressemblaient à des leçons de vocabulaire données par le grand-père en fait de la narratrice. Et du coup, il nous expliquait les mots, comment on parlait avant, cette poésie qui parfois était perdue, par exemple pour exprimer la force de l'arbre qui pousse ou des choses comme ça. Et c'était très très beau. Par contre, ces chapitres-là, l'histoire en elle-même, je me souviens plus, mais c'est une femme, pareil, qui vit aux États-Unis, je crois, qui revient en Australie, qui replonge dans ses racines. Il y a eu des traumas d'enfance qui ont fait qu'elle est partie, elle revient, et elle reconnecte en fait avec son peuple. Et il y a des petites phases aussi où, pareil, on dénonce en fait la colonisation et la destruction en fait de ces cultures ancestrales. Et c'était un très bon livre. En Asie, je choisirais la poésie de l'autrice indienne Rupi Kaur parce que sa poésie est absolument sublime. Si un jour je devais écrire de la poésie, j'aimerais écrire comme elle. Et en Europe, je me suis dit que j'allais prendre l'Espagne et je vous propose de découvrir toutes les BD écrites par Maria Hess. Elle en a beaucoup. Il y en a une sur Marilyn Monroe, une sur Frida Kahlo, une sur David Bowie. Il y en a une aussi sur le désir féminin. Et à chaque fois, c'est très beau, très bien dessiné, très bien documenté. Donc s'il y a des figures comme ça qui vous intéressent, suivez le travail de Maria Hess. J'ai beaucoup aimé ses romans graphiques. Et enfin, la dernière question relative à la lecture, c'est quel est mon podium d'autrice préférée ? Alors, mon podium, du coup, 1, 2, 3. Même si je les classe pas 1, 2, 3, je fais 1, 1, 1. Impossible de choisir. Mais clairement, je mets Benoît de Groult, dont je continue à découvrir toute la bibliographie et que vraiment j'adore. Cette femme et sa plume me fascinent. Les sujets qu'elle aborde sont fascinants, très intéressants, sans tabou, très moderne pour l'époque, alors que ça a été écrit il y a des dizaines d'années. Quand je vois des fois ce qui est pondu maintenant en littérature contemporaine, on est loin du modernisme de cette femme. Robin Hobb, parce que Robin Hobb, vraiment en fantaisie, je pense qu'on ne peut pas égaler la plume de cette femme et la construction de ses personnages. Et enfin, autrice que j'ai, je crois, très peu mentionnée sur la chaîne parce que ça fait longtemps que j'ai pas lu en fait de livre d'elle parce que j'ai déjà tout lu il y a un moment, presque tout lu. Mais c'est Toni Morrison. Toni Morrison, dont il faudrait que je crée une vidéo dédiée pour vous parler un peu de mon expérience de lecture que j'ai eue avec cette autrice, mais qui m'a vraiment subjuguée par la capacité qu'elle a de parler de choses extrêmement lourdes, extrêmement graves, que ça soit d'abus infantiles ou par exemple de racisme, et de le faire sans jamais nommer les choses. Elle ne tombe jamais dans la vulgarisation et dans la facilité, elle ne nomme jamais les choses, et c'est juste par rapport aux personnages, à ce qui leur arrive ou au comportement qu'ils ont les uns vers les autres, qu'on devine qui ils sont, de quelle couleur de peau ils vont être. Le genre aussi, des fois on ne sait pas si c'est un homme ou une femme, mais par rapport, pareil, à ce qui leur arrive, on devine. Ça parle de féminisme, ça parle de sorcières, ça parle de racisme, ça parle d'identité, d'intégration, de construction. Enfin, c'est vraiment une autrice qui a une plume extrêmement, extrêmement particulière, qui écrit de manière très intelligente. Et si vous l'avez jamais découverte, bah écoutez, allez-y. Et j'essaierai d'y dédier une vidéo prochainement pour peut-être vous donner envie et voilà, peut-être vous conseiller par quel titre commencer parce que c'est pas forcément non plus très abordable. J'ai pas, moi, commencé par les plus faciles et il y a un petit temps d'adaptation des fois pour plonger dans ce style d'écriture qui est très particulier. Mais c'est une grande dame et elle fait vraiment partie des autrices à découvrir, je trouve, une fois dans sa vie.
Les dernières questions que vous m'avez posées parlent ensuite de la chaîne et notamment de formats que j'ai proposés parce qu'on m'a demandé si le format interview que j'avais produit récemment allait devenir régulier. Parce que si vous l'avez raté, j'avais fait une interview avec Jean-Laurent Del Socorro, que je vous mets dans le petit, que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube. Et évidemment, alors j'ai parlé avec plein de personnes là pour en faire des prochaines, que ce soit avec des auteurs ou des directeurs de maisons d'édition. C'est en cours. C'est en cours. J'ai pas eu le temps, j'avoue, cet été. J'ai passé un mois au Portugal, ensuite il y a eu les vacances. Bon, la chaîne était pas là la priorité malheureusement. Donc j'ai un peu mis ça de côté. Mais oui, il y a d'autres formats comme ça qui vont venir. Je vous cache pas que je crois qu'on m'a demandé aussi si ça allait devenir un rendez-vous régulier. Alors j'aimerais bien, mais aussi je suis extrêmement frustrée par la qualité en fait du rendu vidéo. Parce que là, celle que j'avais fait avec Jean-Laurent Del Socorro, je la trouve hyper intéressante. J'ai adoré le fait de filmer et de vous proposer ce moment. En plus, voilà, c'est un moment privilégié de pouvoir parler avec un auteur comme ça. Mais le rendu vidéo, il est pas beau. C'est filmé en mode zoom, etc. Donc c'est pas joli, c'est pas comme un rendez-vous un peu réel où je mettrai des caméras et où je parlerai, il y a une belle qualité de son, une belle qualité d'image. Malheureusement, c'est très difficile à mettre en place et ça coûterait un peu d'argent, mais voilà. Donc en fait, je suis un peu tiraillée entre l'envie de vous proposer ça et de me dire tant pis, c'est quand même du bon contenu et je le propose même si l'écran n'est pas très joli, et en même temps cette envie de vous proposer directement quand même quelque chose qui est agréable à l'œil, agréable à écouter. Parce que par exemple, quand on est via Zoom, des fois il y a un petit temps de latence, donc des fois je le coupe et je fais pas exprès. Je fais pas exprès de le couper, mais je pense qu'il a fini, donc je parle et en fait il avait pas fini, donc on dit ah non, il y a un truc qui fait que c'est pas idéal, mais si ça vous dérange pas et que c'est des formats que vous aimez bien, je vais continuer à les faire comme ça en espérant qu'un jour je pourrai vous proposer des vidéos, on va dire, de meilleure qualité. Et on me demande aussi, vas-tu reprendre le concept de découverte d'une ville par rapport à tes lectures ? Oui, j'aimerais beaucoup. J'aimerais beaucoup. D'ailleurs, merci de poser ces questions parce que c'est des formats qui, j'ai l'impression, étaient passés à la trappe que j'ai proposé en fait une seule fois. Et ça fait plaisir de voir que des personnes s'en souviennent. D'où l'intérêt aussi de commenter quand vous aimez bien un nouveau format ou que vous trouvez une vidéo sympa, parce que, par exemple, l'interview avec Jean-Laurent Del Socorro et le format où j'avais découvert Londres en livre, donc j'avais lu des livres et ensuite j'avais été dans les endroits de Londres qui sont mentionnés dans ces livres, etc. Moi j'avais adoré les faire, c'est vraiment des contenus et des formats que j'adore, mais en vue ils marchent pas. La vidéo sur Londres, elle a fait genre 500 vues. Pareil, Jean-Laurent Del Socorro, l'interview a fait genre 500 vues par rapport à d'autres vidéos qui peuvent faire les 1000, voire les 2000, 3000 quand je parle de manga, etc. Et voilà, donc ça prend du temps, ça marche pas, j'ai l'impression que ça vous plaît pas, mais en fait, dans les commentaires, je vois que ça vous plaît quand même. C'est pour ça que des fois, c'est chiant quand les youtubeurs, ils vous disent likez, commentez, partagez, vous savez, le truc classique. Mais c'est même pas tant pour les stats. Moi, je m'en fous. Je fais plein de formats qui marchent pas. Il y a des formats, genre quand je parle de petites histoires comme celle que j'ai faite avec la mort d'Edgar Allan Poe, je vais continuer à en faire. Ça fait pas énormément de vues, c'est pas grave. Je sais que vous aimez bien. Moi, j'adore les faire. Tant mieux. Voilà, cette chaîne, c'est quand même c'est d'abord un milieu d'expression. Donc j'ai envie de proposer ce que j'ai envie de proposer aussi. Je vais pas faire des book hauls juste parce que c'est ça qui marche, quoi. Donc c'est pas ça qui fait que. Mais c'est simplement pour savoir ce qui vous plaît. Est-ce que quand même je vous propose un truc, il n'y a pas beaucoup de vues, mais vous êtes 10-15, un peu fidèles à la chaîne, voilà, là depuis quelques mois, voire quelques années, vous aimez bien, je fais ces contenus-là pour vous. Donc c'est pour ça que c'est important juste de dire, j'aime bien ces formats-là, continue, comme ça moi je sais ce que je peux vous reproposer et ce qui marche plus ou moins. Donc j'aurais bien aimé, oui, je voulais en faire un au Portugal, mais j'ai pas du tout filmé, j'ai pas eu du tout la tête à ça, mais c'est quand même une vidéo que moi j'avais adoré tourner, que j'avais trouvé très sympa et que j'aurais bien aimé voir sur d'autres chaînes, donc en fait je l'ai fait sur la mienne et ça va revenir, ça va revenir. Et maintenant le moment que vous attendez tous, le concours. On est donc 3000 abonnés, un peu plus maintenant, sur cette chaîne. Donc un grand merci. Déjà quand j'avais atteint les 1000 abonnés il y a quelques temps, je m'étais dit c'est fou, enfin déjà c'est bon, hop, mon travail est rempli. Donc là 3000, merci de me faire confiance et de passer à chaque fois ces petites longues minutes, plutôt parce que mes vidéos sont pas très courtes, de longues minutes en ma compagnie. Et un petit concours évidemment et de circonstances, puisque la dernière fois il y avait 3 gagnants, on va grimper, on va faire monter un peu les enchères, et cette fois il y en aura 5, c'est aléatoire, voilà, il y en avait 3, là maintenant il y en aura 5,
Il y aura 5 gagnants que je vais tirer au sort parmi toutes les personnes qui vont participer, et chaque personne aura le droit de choisir un livre grand format de son choix pour une hauteur de 30 euros. Et la dernière fois j'avais dit 25, ça suffisait pour des grands formats. Maintenant, grand format 25 euros, vous connaissez la hausse du prix du livre. Donc, on va monter, on va dire 30 euros. Donc, il y aura 5 gagnants qui pourront choisir le livre de leur choix. Jusqu'à 30 euros, si vous voulez un poche, prenez un poche. Si vous voulez une BD, prenez une BD. Vous faites ce que vous voulez. Et pour participer, c'est très simple. Il faut être abonné à cette chaîne, il faut être abonné à mon compte Instagram, où je vais essayer d'être un peu plus présente ces prochains mois, de promis, c'est pas un abonnement dans le vide. Et il faudra remplir le petit questionnaire Google qui sera dans la barre d'infos de cette vidéo. Donc je répète, mais tout sera aussi écrit dans la barre d'infos. Hein. Il faudra donc être abonné à cette chaîne YouTube, être abonné à mon compte Instagram qui a le même nom, pareil, vous trouverez tout, et remplir le formulaire Google Form que vous aurez dans la barre d'infos. On va dire que vous avez 2 semaines pour participer, donc le concours va être ouvert pendant 2 semaines au moment où cette vidéo sort. Et ensuite, je contacterai les gagnants directement par mail ou Instagram s'ils ont des comptes aussi sur les réseaux. Voilà, j'espère que ça vous fait plaisir. Et le but, c'est, vous me donnez beaucoup, vous me donnez de votre temps, vous me donnez de la gentillesse, vous me donnez des petits commentaires, des petits likes, des petites vues. Le but, c'est que je vous rende un peu de tout ça. Je m'arrête ici, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Et la machine est relancée, donc on se revoit bientôt avec de prochaines vidéos. Plein de bisous et à la prochaine, bye!